À la recherche d'un ami en perdition, les habitués de la pergola s'étaient tacitement passé le mot. Les vendredis après-midi, quasiment tous y venaient en tenue traditionnelle. Même si la plupart ne fréquentaient pas la mosquée toute proche, pas même pour la prière hebdomadaire commune, ils se donnaient le plaisir vestimentaire de respecter le vendredi, comme cela se disait. Et ils ne poussaient la porte de la pergola que lorsque la foule des fidèles évacuant la maison de Dieu s'était éloignée des environs de cette antichambre de l'enfer, ainsi que des voisins appelaient le bar, pas loin de vouloir y mettre le feu, un de ces quatre. Mademba Diop avait, depuis quelques semaines, troqué sa chemise et son Jean locteux et poisseux contre un cafetan et un pantalon bouffant assorti, le tout taillé dans un patchwork multicolore. Cet accoutrement était la tenue typique des Baïfal, les adeptes d'une branche très particulière de la confrérie mouride. Sur les rituels du jeûne et des 5 prières quotidiennes, leur doctrine faisait primer l'ascétisme, l'humilité, le travail et l'engagement sans faille au service de la communauté et de ses guides spirituels et moraux. Ibrahima Fall, le fondateur de la confrérie, faisait partie des héritiers potentiels de la couronne du Cayor. Il aurait bien pu régner, avec le titre de Damel, à tout le moins faire partie des plus hauts dignitaires de la cour royale, si le colonisateur français, par la fomentation de dissensions internes et la force inégale des armes, n'avait pas mis un terme à la transmission dynastique du pouvoir dans le royaume. Bien avant que ne survînt cette fin d'histoire, Ibrahima Fall avait choisi d'aller rejoindre Amadou Bamba Mbaké, le père spirituel du mouridisme. Il resta, toute sa vie durant, le fidèle compagnon, le bras droit et l'ami intime de Bamba. Mademba se réclamait, légitimement, de cet ancêtre maternel. Mais, de ses principes, il n'avait retenu que ce qui l'arrangeait le plus, rassurer sa conscience trouble et inquiète, n'avoir ni à prier ni à jeûner et, malgré cela, avoir droit à la mansuétude divine et probablement au paradis. Le problème était qu'il ne s'acquittait point de la contrepartie exigée, le travail pour se réaliser et la contribution dont il était redevable à son prochain, à la communauté et à ses guides. Il profitait plutôt de sa condition nouvelle de baïfal pour faire du madjal, tendre une écuelle en bois de caïl-cédra et demander l'aumône, à son seul compte, à l'intérieur du cabaret et même dans les rues de la cité. Le génie de la pergola, comme on avait fini par le surnommer, frisait, par moments, la démence et avait des velléités suicidaires. Ce vendredi, quand en fin d'après-midi il franchit la porte du bar, ses chants à la gloire de Cheikh Ibrahima Fall et ses vigoureux pas de danse renseignèrent sur l'opulence de sa moisson. L'on était à la fin du mois d'août 1975. Quand les gens avaient perçu leur paye, ils se montraient plus généreux que d'ordinaire et l'argent coulait à flot, comme s'il leur brûlait les doigts. Mademba alla tout droit s'asseoir à la table des intellectuels sempiternellement en train de refaire le monde. Fort d'avoir commandé à boire pour tous, il s'incrusta et se mêla de la conversation de ses amis qu'il avait tenus bien à l'écart, depuis qu'il avait commencé à dériver et déraper. Leurs regards réprobateurs n'y firent rien. Il avait payé pour être avec eux, et il comptait bien s'afficher avec eux, toute la soirée. On lui demanda de ne pas déconner, sans trop y croire. Il jura sur la vénérée tête de Cheikh Ibrahima Fall, qu'il allait rester aussi sage que son effigie qu'il avait en médaillon sur la poitrine. Aux environs de 19 heures, les lieutenants Doudoundoy et Bekengom qui avaient terminé leur service, 1 heure auparavant, se pointèrent ensemble à la pergola, dans leurs sémillants uniformes d'officiers. Tout le bar retint son souffle à leur entrée. L'endroit n'avait du tout l'habitude de recevoir de tels hôtes. L'on se demandait, à voix basse, ce que ces personnes confondues à des représentants de la police militaire pouvaient bien venir chercher dans cet antre. Certains se cachèrent prestement, d'autres évacuèrent les lieux, en douce. Bécaye et Doudou s'approchèrent de Natogo pour se renseigner sur Mademba, lui demander s'il était là, préférant ne pas fouiner, à gauche et à droite, d'ailleurs pas sûr de pouvoir le reconnaître. Le tenancier leur affirma qu'il connaissait bien le jeune homme, mais qu'il n'était pas là ce soir. Quand ils insistèrent, il leur répondit, sans sourciller, que Mademba avait déserté les lieux depuis au moins 3 semaines.
Natogo ne savait pas trop de quoi il voulait protéger Mademba et se protéger lui-même. Avait-il peur qu'il fût impliqué dans une affaire de drogue, ou dans quelque chose de plus délictueux encore qui risquerait d'éclabousser ses affaires et le conduire à la ruine? Il préféra, dans tous les cas, mentir aux militaires qui s'en retournèrent bredouilles. Les deux amis lui laissèrent néanmoins leurs adresses et numéros de téléphone, au cas où. Dans la cour intérieure, Mademba commençait à s'échauffer sous le feu du vin Marnia, à polluer l'atmosphère, ainsi que le craignaient ses compagnons du soir. Quelqu'un vint lui souffler à l'oreille que la police militaire le recherchait et que cela devait être bien grave puisque 2 officiers avaient été mis à ses trousses. Il apprit que ces gradés, de fière allure mais très courtois dans leur comportement, avaient communiqué leurs coordonnées à Natogo. Mademba dessoula à l'instant, comme s'il n'avait bu pas une goutte depuis le début de l'après-midi. Il vint au zinc se renseigner davantage auprès de Natogo, inamovible à son poste d'observation et de commandement. Il lui dit que les 2 officiers qui le cherchaient s'étaient présentés à lui comme étant ses amis de longue date, qu'il voulait le revoir. Il lui avoua leur avoir caché qu'il était bien là, dans la cour, parce qu'il ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Il lui tendit les 2 cartes de visite qu'il lui avait laissées. Mademba l'eut et compris. Il soupira longuement, leva vers Natogo des yeux graves et tristes. Il lui dit qu'il avait bien fait, que ces personnes qu'il avait éconduites n'étaient pas de ses amis, qu'il ne lui voulait que du mal. Le barman n'en crut mot.